Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Dans cet avant-match, on va le dire comme ça, qui sera un petit peu plus court qu'à l'habitude parce qu'on va vous laisser aller goûter et savourer la rencontre de ce soir qui oppose l'Union de Philadelphie aux Timbers de Portland dans le tournoi MLS is Back. Première donc rencontre demi-finale dans cette ce tournoi-là. L'autre aura lieu demain soir. Alors, on va suivre tout ça avec vous, avec beaucoup d'attention, somme toute. Et ce soir, j'avais également là 2-3 petits points que je voulais regarder avec vous. Alors, on va regarder tout ça. Je veux prendre le temps de vous remercier. Ce soir, on enligne le 90e show. Quand même 90e podcast BBN de la saison. Donc, c'est pas rien. Fier de nos réalisations et c'est grâce à, bien sûr, à l'appui de l'auditoire et de ces auditeurs qui font vivre, grandir et pousser le podcast. Donc, je vous en remercie. Donc, on est là, on est avec vous pour une 90e fois cette saison et j'espère que vous serez là encore longtemps parce que nous, on a l'intention de demeurer là et très actifs. Pour le match de ce soir, première demi-finale entre l'Union de Philadelphie et les Timbers de Portland. Qui aura le déçu? Je pense que c'est assez clair. C'est assez clair chez nos auditeurs. Les Timbers de Portland devraient avoir le dessus sur l'Union de Philadelphie, mais il faudrait pas sous-estimer non plus l'Union. Pendant que je vous présente le 11 de départ de Portland, les deux formations aligneront ce soir. Bien sûr, pas de grosse surprise majeure. On s'attendait à peu près tous à voir ça, mais ça va être vraiment intéressant de suivre ce match-là, de voir l'évolution de cette rencontre-là. Moi, je pense sincèrement que Timbers de Portland ont un excellent club. Et sont le fun, sont beaux à voir jouer. C'est la même chose pour l'Union de Philadelphie. Avec Martinez, avec Bedoya, Montero au milieu, je pense que on détient quelque chose. On détient quelque chose d'assez merveilleux du côté de l'Union de Philadelphie. Santos en avant. Donc, ils empruntent l'Union. Vous remarquerez le fameux schéma que je vous parlais. Il y en a qui vont l'appeler 4-3-3. Il y en a qui vont dire c'est un 4-1-2-1-2. Ça dépend comment est-ce que vous le voyez. Mais clairement, donc on va être là pour suivre cette rencontre-là. Et je pense que l'Union de Philadelphie a tout ce qu'il faut pour passer au travers de cette rencontre-là et de ce duel-là. Donc, ça va être super intéressant de suivre tout ça et j'aimerais avoir vos commentaires. S'il y a quelque chose qui vous surprend dans l'alignement de départ ou encore si vous avez des prédictions à faire sur le match en question, je vais les prendre dans les prochains instants. Donc, vous pouvez participer, je vous le rappelle, sur Twitter et sur Facebook. Le podcast est offert gratuitement du lundi au vendredi sur le coup de 20h normalement. On a devancé un peu parce que deux raisons finalement. Il y a le Canadien en action ce soir et il y a le match également. Donc, si je vous présente le 11 puis que le match est déjà commencé, vous comprendrez que ça fait un peu foin. Donc, fallait le faire là et c'est ce qu'on va faire également demain. On devrait être là avec vous sur le coup de 19h30 pour cette rencontre-là. Michel qui nous dit « Je prendrais bien Aronson et Santos dans mon équipe, dans mon team IMFC. » Effectivement, je pense que il y a une couple de joueurs qui seraient intéressants au sein de l'Union de Philadelphie. Ça va être le fun de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et si l'impact va bouger, on ne s'attend pas à de grosses transactions, de gros ajouts dans cette fenêtre de transfert
Mais si je regarde, je prends par exemple aujourd'hui Red Bull de New York qui annonce, qui confirme le transfert de Drew Yearwood, un centre de 5 pieds 9, milieu centre 5 pieds 9, 20 ans, qui vient de Brentford FC. Je pense que c'est une belle ajout. Je m'attends pas à ce qu'on voit au cours des prochains jours, des prochaines semaines, soit des transferts ou des moves vraiment éclatants. S'il y en a un, ça va être l'Inter de Miami. Je suis convaincu parce qu'il y a tellement de rumeurs autour de l'Inter de Miami que ça se peut pas qu'il se passe rien finalement. Il devrait avoir quelque chose. Je vous invite, gang, à venir laisser vos commentaires directement sur la vidéo. C'est beaucoup plus facile de suivre les commentaires, donc soit sur Facebook ou encore sur Twitter. Je vais être là et je vais les prendre. Et si je regarde Liam, moi j'aimerais voir Tony Jack qui va tenter sa chance avec les Whitecaps. Puis, on va chercher un autre attaquant. Moi, je pense sincèrement que l'Impact de Montréal doit ajouter du mordant. C'est indiscutable. Il faut ajouter un peu de pogne en avant et quelqu'un qui va être capable, qui va être en mesure de finir. Quelqu'un qui va être en mesure de la faire dedans. Puis là, on a construit par en arrière, je comprends ça. On a monté un peu au milieu. Là, il y a Kiza qui s'en vient latéral prochainement. On a Wanyama qui a été mis là. Donc là, le prochain move pour l'Impact de Montréal, c'est le fameux trio Boyan, Taider et Urruti. Qu'est-ce qu'on fait avec ces trois joyeux gaillards, ces trois joyeux lurons? Est-ce que on les maintient en place? Est-ce qu'on les change? Est-ce qu'on les transforme? Est-ce qu'on va chercher une vedette internationale? On en amène-tu à Ben Arfa? Qu'est-ce qu'on fait exactement chez l'Impact de Montréal? Mais chose sûre, l'Impact de Montréal doit se trouver un striker. L'Impact de Montréal doit trouver quelqu'un qui va être en mesure de finir le travail et des constructeurs, des fabricants, des faiseux, on pense que ils bougent la balle. On en a plein au sein de l'Impact de Montréal. Donc, c'est pas là. Le problème n'est pas là. Je pense que Samuel Piette est capable de faire une passe. Wanyama est capable. Taider est capable. Boyan est capable. Lassie est capable. Fait que Chaume est capable. Maciel est capable. Bref, il y a une congestion. Faut arrêter d'ajouter pour ajouter. Mais faut trouver ce joueur-là qui va faire la différence dans un match. Ce joueur-là qui va avoir la plus-value que l'Impact a besoin pour connaître du succès. Et clairement, ça passera pas par Maxi Urruti. Et je pense qu'on semble avoir jeté l'éponge dans le cas de Anthony Jackson Hamel. Donc, c'est pas quelque chose qui pourrait déboucher au cours des prochaines saisons. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir un plan B. C'est quoi le plan B? Est-ce que c'est d'aller chercher un jeune international ou quelqu'un qui va être un petit peu plus vieux en carrière? Liam qui me dit, tu penses quoi d'un certain Falcao? C'est un joueur de 33-34. Si je me trompe pas. Tu sais, il y a encore des bonnes saisons et je pense que l'Impact de Montréal est présentement dans une reconstruction. L'Impact de Montréal est en train de se créer et de se forger cette identité qu'on attend depuis longtemps et qui n'arrive jamais et qui est toujours à rebâtir parce qu'on n'est pas capable chez l'Impact de Montréal d'être patient avec l'entraîneur-chef.
Donc, tu sais, on a reconstruit à plusieurs reprises au cours des dernières saisons. On a fait des ajouts, on a fait des ajustements et d'amener un joueur de 34 ans. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est la solution, mais est-ce qu'en attendant une reconstruction, on pourrait, en attendant de dénicher cette pépite-là qu'on veut mettre en avant, ce diamant brut qu'on cherche tant depuis plusieurs années, est-ce qu'on peut y aller avec un joueur de transition? Moi, je pense sincèrement qu'il faudrait, dans ce cas-là, un joueur qui est clairement établi, qui va faire le travail, mais qu'on sait clairement qui restera pas et qu'on sera pas pris avec. Comprenez-vous? Zlatan qui s'en vient, par exemple, à Montréal et qui dit, moi, là, je veux bien contribuer au succès de l'Impact de Montréal, mais je fais une saison that's it. Fine. On le signe. Une saison, tu joues, tu t'en vas. Puis pendant ce temps-là, ben, on se replace et on essaie de construire et de trouver cette fameuse pépite-là. On achète du temps. Donc, on continue à forger l'identité de l'équipe. On met en place des joueurs, et là, j'ai dit Zlatan, comprenez que j'aurais pu dire à peu près n'importe qui, et Zlatan n'est pas mon préféré, là. Donc, tirez-moi pas des roches. Mais Rémi qui nous dit, si on regarde l'Union, le terme constance est important et je pense que oui. Constance est super important et je veux revenir sur le 11 de départ aussi. On a, tu sais, de quoi de solide, du milieu jusqu'en haut, là, avec Montero, avec Martinez, avec Bedoya, Aronson, Santos et Prisbilko. Je m'excuse si je saccade un peu le nom, la prononciation qui doit pas être parfaite, mais donc comprenez qu'avec ces 6 joueurs-là qui tournent au sommet du schéma tactique de l'Union de Philadelphie. Moi, je pense qu'on s'est forgé cette fameuse identité-là chez l'Union de Philadelphie. On a réussi à construire quelque chose de super bien là-bas présentement. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est passager? Faudrait voir. Falcao à United a été mauvais. À Montréal, il ne sera pas bien appuyé sans le milieu. Garage foot. OK. La MLS, c'est la première ligue. C'est pas la même game, mettons. Effectivement, c'est pas la même game. Par contre, je pense qu'on s'en va tranquillement, pas vite, vers là. Il y a une identité nord-américaine, bien sûr, dans la MLS qui est propre à la MLS. Mais lentement, mais sûrement, on se dirige avec un calibre relevé du côté de la MLS et on tend à ça. Et le calibre est pas le même. Je veux qu'on revienne là-dessus. Commentaire de Liam. Parce que je pense qu'il faut prendre ça en considération aussi quand on évalue des joueurs. C'est ça, Garage Foot, je pense exactement comme toi, Rémi. Si le ballon se rend pas présentement, il fera rien. Et présentement, c'est ça le problème avec l'Impact de Montréal, c'est qu'on n'est pas capable d'alimenter. Maxi Urruti, je veux bien tirer des roches, je veux bien dire qu'il fait pas le travail, mais le nombre de ballons touchés dans un match, à un moment donné, le joueur peut pas faire de miracle. Par contre, est-ce qu'il peut se rendre plus disponible? Est-ce qu'il peut être plus en option? Est-ce que c'est les latéraux qui qui font pas le travail? Est-ce que c'est le milieu qui est vraiment pas au niveau? Bref, faudra regarder tout ça. Mais il y a sans aucun doute, et je recherche là le commentaire de Liam ici. On s'entend que la Première Ligue et la MLS, c'est pas la même game. C'est effectivement pas la même game. Il y a les 5 gros circuits en Europe. Et à mes yeux, à moi, c'est un peu le syndrome du joueur parfait. Comprenez-vous? Des fois, on accueille à Montréal, et c'est vrai partout, là.
à moins d'un joueur en fin de carrière qui se prépare par la retraite, veut ralentir un peu le rythme, veut fuir un peu les masses médias là-bas où ils sont très omniprésents dans la vie privée des joueurs. Donc, tu sais, de prendre un certain recul avec le foot, de se délaisser lentement mais sûrement. Donc, des joueurs en fin de carrière qui sont venus finir ici, il y en a eu plein. Et c'est sans doute à quoi on doit l'étiquette de ligue de retraités à la MLS. Mais c'est en train de changer présentement. Et là, on est comme dans un entre-deux où les joueurs qui sont ici attendent un tremplin là-bas, attendent un tremplin pour aller en Europe, mais ceux qui quittent l'Europe pour arriver ici. Quand on dit que la Première Ligue et la MLS, c'est pas la même game, c'est la même chose pour la Bundesliga, c'est la même chose pour la Liga. Vous comprenez, là, les 5 grandes ligues européennes, je pense, sont supérieures à ce qu'on a en MLS, puis là-dessus, je pense qu'il y a un dénominateur commun et on va tous s'entendre. Donc, il faut absolument comprendre une chose, c'est que le joueur qui n'est pas en fin de carrière et qui quitte l'Europe et ses 5 grands circuits pour venir jouer en MLS, à moins d'avoir une sapristi bonne raison, il manque de quoi, comprenez-vous? Si Bojan était le prochain Lionel Messi, il serait encore au Barça, comprenez-vous? Il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'il a décliné, qu'on l'a prêté, qu'on l'a envoyé en prêt, qu'on n'a pas renouvelé, qu'on l'a reprêté. À un moment donné, il y a un jeu de chaise musicale qui s'installe et qui fait en sorte que ça donne le résultat que ça donne. Et Bojan, ben, il a abouti dans la MLS. Mais si Bojan fonctionne à plein régime, si il est au summum de ses capacités, il se présente pas en MLS, comprenez-vous? Donc, des fois, on chiale, on critique les joueurs, mais c'est pour ces défauts-là que ces joueurs-là sont en MLS, comprenez-vous? Il faut faire aussi la part des choses quand on évalue le joueur. Donc, tu sais, je prends l'exemple d'Hatem Ben Arfa. Si jamais il aboutit en MLS, ben c'est clairement parce que il y aura rien à soutirer de meilleur du côté européen, mais clairement, il manque quelque chose à Hatem Ben Arfa parce qu'il devrait être une superstar là-bas. Il devrait dominer sur à peu près toutes les sphères. Il devrait faire jaser de lui autant que le fait Ronaldo, autant que le fait Lionel Messi. C'est pas le cas. Donc, il manque quelque chose, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Name it, il y a un défaut présentement avec Hatem Ben Arfa. Est-ce qu'il peut venir rendre des bons services à l'Impact ou à un club de la MLS? Oui. Mais par contre, s'il y arrive puis que c'est pas ce qu'on s'attendait comme résultat, ben il faudra comprendre que il y a une historique, une feuille de route derrière tout ça. Falcao a été mauvais à United parce que le club était mauvais. À Monaco, c'était autre chose, en effet. Et pour Ben Arfa, il a été maltraité au PSG. C'est sûr que Ben Arfa a peut-être pas... Tu sais, des fois, tu dis, me semble que les astres sont alignés. Me semble que c'est le temps. Me semble que c'est là que ça se passe. Et... on dirait que pour Hatem Ben Arfa, les astres ne se sont jamais alignés. Des fois, tout s'emboîte comme dans un casse-tête et c'est merveilleux. Et c'est là qu'on se met à prendre la confiance, à gagner du succès, à faire des passes décisives, à marquer des buts et à éclore en tant que joueur. Et on dirait que c'est jamais cette situation-là propice à l'éclosion et la mise en place de talent. On dirait qu'elle n'est jamais arrivée dans l'aura, je vais le dire comme ça, de Hatem Ben Arfa. Me souviens pas s'il a joué un seul match. J'ai pas les stats et je vais aller les chercher parce que c'est quand même important de pas dire n'importe quoi et avoir les bonnes stats
qu'on parle, mais si je prends Hatem Ben Arfa, il a joué 2004-2008 avec Lyon, 64 apparitions pour 7 buts. Il a joué avec Marseille, l'OM finalement. 63 matchs pour 9 buts. Avec Paris Saint-Germain, 23 apparitions, il n'a rien fait. Avec Rennes, 26 pour 7 buts. Et cette année, en 5 apparitions, il a 0 but avec le Real Valladolid. Donc, parcours pas facile. Parcours pas facile pour Hatem Ben Arfa. Mais tu sais, 33 ans, lui aussi, là, il a atteint son pic. Donc, tu sais, il va redescendre, il va être sa pente descendante, mais je pense qu'il peut amener quelque chose de nouveau à l'Impact, une nouvelle dynamique en attaque, une nouvelle explosion. Et ça pourrait être bien, mais comme je vous dis, ça pourrait être bien temporairement. Ça pourrait être bien si Hatem Ben Arfa dit « Moi, je vais jouer une saison. Rien de plus. Construisez pas le club autour de moi. Comprenez-vous, je vais venir faire une saison. Et mon but étant peut-être de me relancer en Europe. Peut-être que c'est une fin de carrière dans son cas. Peu importe. Mais il faut pas tout centrer sur Hatem Ben Arfa. Comprenez-vous, si on réussit, par exemple, à attirer un joueur de cette trempe-là, je pense que ça serait une erreur de l'Impact. Et c'est les erreurs, c'est ce genre d'erreurs-là dans le passé qui nous ont coûté cher. Donc, entre autres Boyan, entre autres Maxi Urruti, qu'on pensait que ça allait être dominant puis que ça allait faire des miracles avec l'Impact de Montréal et ce n'est pas arrivé malheureusement. Donc, faudra voir comment tout ça va évoluer. Et moi, sincèrement, c'est pas la première fois que je le dis et je le redis avec vous autres à soir. J'ai entièrement confiance en Olivier Renard. Je pense que il a fait des belles choses, il a fait des bons moves. On est en train de créer une identité. C'est long, ça prend du temps. Faut être patient, mais je vous annonce aussi qu'il va faire des erreurs parce que il n'y a pas un directeur sportif qui réussit 100% de ses coups avec 100% d'efficacité, comprenez-vous? Des fois, il va perdre des batailles, des fois, il va en gagner, mais finalement, ça sera pas ce qu'on s'attendait ou ça sera pas ce qu'on voulait et c'est normal. Donc, c'est des choses que tu gères le contrôlable, tu contrôles ce qui est contrôlable, mais si le joueur rendu sur le terrain, ça aboutit pas. Oui, peut-être que des fois, il y a des choses qui pouvaient laisser présager ça, qui pouvaient démontrer ça. Et je pense qu'avec Boyan, on aurait pu un peu allumer et se dire, ouais, c'est un pari risqué. Mais on l'a pas fait à l'époque. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on le fasse pas, fine, mais on va pas tenter de reconstruire cette formation-là autour de Boyan. Pas plus que si on va chercher un attaquant, et j'en reviens au commentaire de Liam tantôt, peut-être, puis on va chercher un autre attaquant, ben fine, j'ai pas de problème avec ça. Mais si l'attaquant a passé de 30, 30, c'est peut-être un peu tôt, mais mettons qu'il a passé là 34, 35, je pense qu'il faut pas construire. Faut aller chercher un joueur qui va être ici 1 an, peut-être 2, et passer à autre chose tout de suite après et continuer de construire dans la veine et dans l'optique où se dirige présentement l'Impact de Montréal. Je pense que c'est ça la clé du succès. Je pense que Thierry Henry, à ce moment-ci, le comprend très bien. Je pense que Olivier Renard le comprend très, très bien également. Et ça va être de voir la suite des choses également, comment tout ça va se passer, comment tout l'avenir va se dérouler. On sait qu'il y a des grosses affaires qui s'en viennent pour la MLS. Hein. Tu sais, là, le tournoi MLS is back se termine en fin de semaine. Après ça, il y a la reprise du calendrier et il va y avoir là, une fenêtre donc de transfert
Ensuite de ça, là, il y aura quand même pas grand temps avant qu'on se mette en branle pour la prochaine saison. Et là, on va se mettre à négocier le nouveau contrat télé. On en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Il y a plein de choses comme ça qui vont s'en venir. Il y a les expansions. Bref, il y a énormément de pain sur la planche pour la MLS et pour l'Impact de Montréal au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, c'est pour ça qu'on va rester là. On va rester là bien branchés avec vous autres et on va continuer de vous livrer avec passion, conviction et ardeur ce podcast-là qu'on continue de faire croître. Jour après jour. Merci à tous ceux et celles qui participent grandement à ce podcast-là. On a sorti également aujourd'hui le petit frère du podcast BBN. Donc, c'était le retour des gérants d'estrade. Ça va rocker ce podcast-là. Bien été pour une première édition et on va le faire progresser lui aussi également au cours des prochaines semaines. Mais si on connaît le même succès qu'on a présentement avec le podcast BBN, je vais être obligé de dire que c'est réussi. CPL, retour dans 10 jours et on a la CPL. Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de paires d'yeux de tourner vers le soccer de la CPL, une belle ligue. Sincèrement, la CPL est une ligue qui n'a pas fini de faire jaser, à mes yeux, à moi, qui n'a pas fini de grandir et qui n'a pas fini encore de se développer. Donc, on peut s'attendre à de très belles choses pour la CPL au cours des prochaines années. Il s'agit de faire les bons choix de développement, les bons choix de croissance, mais de faire vivre une ligue au Canada, c'est un choix pas facile. Pas facile, j'en parlais avec Rémi il y a pas longtemps. Tu sais, le territoire est vaste et les villes pour accueillir les marchés potentiels, ils sont pas si nombreuses. Donc, énormément de voyagements, énormément de coûts de transport reliés à tout ça. Pas nécessairement suffisamment de marchés d'envergure. Bref, faudra voir la croissance qu'aura la CPL, mais il y a de quoi de bien à faire avec ce circuit-là, j'en suis convaincu. Et si l'essentiel de la MLS tient dans les derbies, c'est quoi avec l'Impact de Montréal qui retient le plus l'attention? Pareil, c'est les matchs contre Toronto. On dira ce qu'on veut, mais c'est ça. Donc, tu sais, si on a des plus petits marchés, mais que les rivalités qu'on met en place sont fortes, je pense que on pourra tirer notre épingle du jeu du côté de la CPL. Donc, on va couvrir ça du côté de l'île du Prince-Édouard. Ça débute dans 10 jours. On vous fait le suivi sur les calendriers, les matchs. Tout ça va être présenté sur One Soccer, bien sûr. Et ça va être super intéressant. Donc, merci. C'était un 90e show déjà. 90e podcast pour le podcast BBN cette saison. Ça passe vite et je suis content. Je suis content de la façon que ça tourne. Donc, merci à tous et bon match. Donc, c'est en cours. Philadelphie face à Timbers de Portland. On s'en reparle demain pour analyser le match et mettre la table pour le deuxième match de cette demi-finale. Allez, on se retrouve demain. Ciao.